Bon, bonjour à tous. Voilà, les petits mouvements entrée, sortie, sortie, entrée sont en train d'être effectués. Alors, nous, on ne fait rien comme les autres, on est beaucoup plus nombreux que les autres, et on n'est vraiment pas politiquement correct, parce que comme vous voyez, il n'y a qu'un seul genre ici. Donc, désolé, mais je pense qu'on n'a pas fait attention tout simplement. Donc, nous, on va vous parler, c'est une belle suite de ce qui a été dit précédemment, parce que c'était l'innovation dans les paiements. Et bien évidemment, quand on parle paiement, innovation, à un moment, on se pose la question des stablecoins et des monnaies électroniques, et puis bien sûr des monnaies des banques centrales. Alors, il y a un petit mot au début qui est intéressant, parce que ce petit mot, il est celui de métamorphose. Alors, tout le monde maintenant sait d'où vient le mot méta, du grec, au-delà, etc. Puis morphose, bien sûr, la forme. Donc, la métamorphose, c'est la transformation de quelque chose d'initialement qui avait une certaine forme. Donc, c'est un mouvement de transformation. Donc, finalement, ce que nous incite à voir ce titre, c'est de dire, mais est-ce qu'on a une nouvelle forme monétaire qui apparaît? Alors, nouvelle forme, il faut le prendre dans plusieurs sens. D'abord dans le sens presque physique, puisque la monnaie n'a qu'aujourd'hui deux formes. La monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Et historiquement, contrairement à ce qu'on croit, la monnaie scripturale, Hammurabi, etc., est quasiment aussi ancienne que la monnaie fiduciaire au sens pièce de monnaie, parce qu'elle est même plus... Bon. Et donc, ces deux formes monétaires que l'on connaît, fiduciaire et scripturale, est-ce qu'on va voir apparaître une nouvelle forme monétaire qui est la monnaie digitale ou la monnaie numérique? Et si c'est une nouvelle forme monétaire, en quoi elle se distingue dans ses usages, dans ses fonctions, dans sa technologie? Dans quoi cette nouvelle monnaie se distingue de cette forme monétaire traditionnelle, de ces deux formes monétaires traditionnelles? Alors, comme on est 6 et qu'on est nombreux, et que tout est écrit sous les écrans, je ne vais pas demander à chacun de se présenter, parce qu'on va garder l'essentiel pour discuter. Et ce que je vous propose, pour le coup, c'est de faire un petit échange entre nous tous. Alors, sur cette question mes lunettes, de nouvelles formes monétaires, moi, j'aimerais poser un peu la question, par exemple à Yves, parce que comme je l'ai écouté avec plaisir hier dans un autre endroit, de dire, mais est-ce que cette révolution, cette évolution monétaire, pas uniquement dans le sens que je l'ai dit là, mais dans le sens plus économique, a un précédent? Alors, je vais un peu guider Yves pendant qu'il réfléchit, c'est lui dire, mais est-ce que finalement, ce qu'on connaît de la monnaie en tant que émis par une banque centrale, un institut d'émission, on trouve que c'est normal, mais si on ne remonte pas si loin, même au 19e, une partie des monnaies a été émise par des banques commerciales et privées. Donc est-ce que cette question de la métamorphose de la monnaie, c'est vraiment quelque chose de nouveau? Y a-t-il un précédent historique autour de ces questions, cher Yves? Oui, moi, j'ai vraiment l'impression, plus j'y réfléchis, que l'histoire de l'économie se double d'une longue quête de la monnaie, ou de l'étalon de mesure de la valeur. La monnaie, c'est quoi? Le premier qui définit proprement la monnaie, c'est Aristote, en disant c'est un média d'échange, c'est storage of value, donc ça permet de stocker de la valeur, et ça permet aussi la comptabilité. La vraie propriété, c'est le stockage de la valeur. C'est le stockage de la valeur qui fait qu'ensuite, on peut faire de la comptabilité avec, ou bien qu'on peut l'échanger. Okay. Pourquoi on a besoin de stocker de la valeur? Pourquoi c'est complètement crucial? Parce qu'en fait, la vraie valeur qu'on stocke le plus, c'est quoi? C'est le travail. Vous venez au travail tous les matins, vous arrivez, vous avez un salaire, vous touchez un salaire, dans l'espoir de quoi? Dans l'espoir que ce salaire vous permette d'acheter le travail d'un autre un jour. Et c'est pour ça que la monnaie est un instrument complètement crucial pour le développement d'un pays, quoi. Ou bien d'une région, ou bien d'une famille, ou bien d'un village. C'est ça la valeur, l'intérêt d'avoir une monnaie qui fonctionne. Si vous avez un pays hyperinflationniste, moi j'ai vécu dans un pays hyperinflationniste, vous devez dépenser l'argent que vous gagnez avant le coucher du soleil parce que vous savez que le lendemain, ça vaudra 25% moins cher. Et développer une famille ou un village ou un pays dans ces conditions-là, ça relève presque de l'impossible. Okay. Le premier outil qui a pratiquement exclusivement servi à stocker de la valeur, c'est les pointes de flèche en silex, qui ont été produits beaucoup, en fait, minoritairement pour la chasse. C'était difficile à produire. Et à un moment donné, on s'est mis à les produire simplement pour stocker de la valeur. Parce que quand vous aviez
5 pointes de flèche en silex dans votre jean, vous pouviez les échanger contre un iPad ou bien contre une orange ou contre autre chose. Okay, et quand ces pointes de flèche sont devenues plus faciles à produire, on a changé d'étalon. On a été vers les étalons métalliques. C'était des pépites de bronze, puis ensuite des pépites de fer, puis ensuite des pépites d'argent, puis ensuite des pépites d'or, au fur et à mesure que le bronze, le fer, l'argent sont devenus faciles à produire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la principale caractéristique de la bonne monnaie, c'est qu'elle doit être difficile à produire. Et dès qu'elle devient facile à produire, il faut en changer. Et là, on ne parle pas de métamorphose du véhicule, du média d'échange, mais on parle de vraiment métamorphose de la monnaie, ça veut dire choisir un autre étalon. L'inventeur de tout ça, de tout ce qui nous rassemble aujourd'hui, de la blockchain, pour moi, il a été inspiré vraiment par cette histoire d'étalon. Un étalon, ça ne se manipule pas. À l'époque où l'économie était agricole, on ne s'est pas mis à changer l'étalon du poids. On ne s'est pas mis, quand l'économie est devenue textile, on n'a pas changé l'étalon de la longueur. Si vous tapez aujourd'hui Mission Statement ECB, mission de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Il n'y a qu'une seule mission de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. La stabilité des prix, ça ne veut pas dire une inflation à 2%, ça veut dire des prix stables. C'est de permettre le transport de la valeur dans le temps. Donc c'est ça finalement les enjeux de cette métamorphose, c'est pas tant le support, le média en tant que tel que ce qu'il représente et ce qu'il représente. Voilà, c'est un peu ce qui nous rassemble autour aujourd'hui là-dessus justement. Donc Benoît, sur cette question de la métamorphose, un petit mot ? Oui, merci Yves pour cette présentation extrêmement intéressante de l'histoire de la monnaie. En se projetant sur ce que l'on vit aujourd'hui, donc tu l'as rappelé, 3 caractéristiques de la monnaie. Alors, il peut y avoir différentes définitions, mais moyen d'échange, donc de paiement, réserve de valeur, unité de compte. Et c'est vrai que dès qu'on parle de la crypto, souvent on essaye d'aller voir sur ces 3 aspects. Donc ça, c'est ce qui définirait la monnaie. Et donc, beaucoup ont dit le Bitcoin, c'est la nouvelle monnaie. Alors, en disant, pour finir, comme ça a beaucoup baissé, c'est peut-être pas une réserve de valeur. Mais on peut aussi regarder, est-ce que c'est un moyen de paiement ? Un moyen de paiement, oui, mais vu comment c'est volatile, je prends un exemple. Si vous pensez tous que le Bitcoin va prendre énormément de valeur, est-ce que vous avez envie de payer vos frites 0,2 Bitcoin et puis, dans 3 semaines, de savoir que vous avez claqué 20 000 euros pour avoir des frites ? Non. Et à l'inverse, si on vous paye avec du Bitcoin, on vous donne votre salaire, le Bitcoin paye 50%, est-ce que vous êtes content d'échanger votre temps de travail contre quelque chose qui a perdu 50%? D'où la question derrière, sur le moyen de paiement, d'aller chercher quelque chose de stable. Et c'est là qu'on vient au stablecoin, donc, qui a été, avec un nom qui est un peu bizarre, pourquoi on dit stablecoin? C'est en opposition au fait que les crypto-monnaies classiques directement natives sur les blockchains ne sont pas stables, elles sont très volatiles. On pense que dans le temps, la volatilité diminuera, on espère. Mais donc, on a cherché cette stabilité. Et donc, comment on la trouve? Eh bien, c'est en émettant un titre qui va être adossé à un autre actif. Donc on va distinguer différents types de stablecoins, des stablecoins qui vont être adossés à un actif, par exemple des titres, des prêts, des stablecoins qui sont adossés à une monnaie qu'on va appeler fiat, c'est-à-dire une monnaie d'un État. Et c'est surtout cela dont on va discuter après. Et puis un troisième, on ne peut pas ne pas le mentionner, les stablecoins algorithmiques. Alors qu'est-ce que c'est, les stablecoins algorithmiques? Ce sont des stablecoins, donc pareil, l'objectif c'est d'avoir une valeur qui est stable par rapport à une référence. Donc je peux prendre ma référence qui est le dollar par exemple, et j'utilise les principes classiques de la finance, la surcollatéralisation et les arbitrages. Et donc c'est un algorithme qui s'occupe de faire ça et qui fait qu'à tout moment, on essaye via un algorithme de maintenir un prix, tout comme les arbitragistes essayent d'aller capter la valeur dans les marchés. Merci Benoît, c'est une excellente transition avec le point suivant qui est effectivement, on ne peut pas, quand on a une table ronde sur les stablecoins, ne pas dire un mot de Terra Luna, donc on ne va pas vous faire un cours sur Terra Luna. Mais enfin, c'est quand même intéressant, puisqu'on parle de stabilité, de stablecoin, de métamorphose des monnaies. Pourquoi ça a foiré finalement, Tom, Terra Luna? Donc oui, je pense que tout le monde ici a entendu parler du crash de UST, donc
qui était le stablecoin PG normalement au dollar, en lien avec Luna. Le problème, c'est que les deux en fait fonctionnaient ensemble. Il y a une pression baissière sur l'UST, et derrière, le mécanisme en fait, c'était de créer des Luna, donc qui créent encore plus une pression baissière, donc de rajouter du supply pour détruire du UST et afin de faire remonter le prix. Malheureusement, c'est un peu parti en cacahuète, on va dire, dans le sens où il y a une grosse pression baissière sur Luna, tout le monde s'est débarrassé de ses pauses, et donc une jambe a disparu, et donc l'UST n'a jamais retrouvé son peg face au dollar. Mais pour prendre un peu de recul là-dessus, donc oui, le stablecoin, pour moi, c'est vraiment ça peut être un bridge en fait entre ce qu'on appelle les monnaies plus traditionnelles, électroniques et le cash, et après avec la crypto, donc justement technologie vraiment qui a prouvé son utilité. La volatilité, comme l'a rappelé Benoît, malheureusement, ne va pas vraiment pousser que ce soit des particuliers ou même les entreprises à détenir ce genre de crypto. Le stablecoin, on peut utiliser la technologie et derrière, on est sur une monnaie stable. Donc il y a plus de différents types de stablecoins. Pour prendre un peu de recul, comme Benoît l'a cité, les stablecoins algorithmiques ne représentent seulement que 10% des stablecoins dits fiat, dont centralisés. Donc en termes d'exemple, on a Tether, Circle. Donc eux, pour tous les dollars qui sont investis, ils vont être en cash ou sinon en bons du trésor. Certaines boîtes vont être plus transparentes que d'autres. Mais je pense qu'il est important de rappeler actuellement, c'est qu'il y a différents types de stablecoins. Et il ne faut pas justement, là on est à un moment où la réglementation va rentrer en vigueur, et il ne faut pas taper et généraliser justement ce qui s'est passé sur les stablecoins algorithmiques, qui sont dits beaucoup plus risqués, contrairement à des stablecoins peut-être décentralisés, donc collatéralisés avec du crypto, ou encore mieux, des stablecoins centralisés avec du fiat. Merci Tom, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne peux pas m'empêcher de demander à Yves, puisque c'est un homme de marché finalement, et c'est toujours facile de faire du backtrading, mais est-ce que c'était prévisible ce crash sur Terra Luna? Oui, il y a une chose qui était très prévisible. On est en train de voir la naissance d'un écosystème. Okay, c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. La crypto, c'est quoi? La crypto, c'est un grand bazar qui croît dans à peu près toutes les directions. C'est un énorme arbre, et la plupart des branches de cet arbre vont sécher. Ça, on le sait déjà. D'accord? Il y a quelques branches qui vont bien se développer. C'est un peu l'Internet de 1996, si vous voulez. À la Bourse de Paris, en 1996 ou 97 ou 98, je ne me rappelle plus très bien, vous aviez 10 IPO par semaine. D'accord? Et la boîte qui a survécu, c'est un site Internet qui vendait des bouquins, alors que personne ne lit de bouquins. Donc c'est complètement imprévisible. Donc vous avez un écosystème qui est en train de se développer, comme le fait la nature, presque par hasard. C'est n'importe quoi ce qui se passe dans toutes les directions. Okay, il y a certaines branches qui vont être fertiles, d'autres branches qui vont être stériles. Il y a des organismes qui vont être viciés. La sélection naturelle va faire en sorte que ces organismes viciés meurent plutôt tôt que tard. Plus ils meurent tôt, mieux c'est. Vous savez combien il y avait de constructeurs automobiles en France au début du XXe siècle? Il y en avait 350. Okay, donc l'écosystème constructeur automobile a mis 70 ans à évoluer. L'écosystème Internet, il a mis 15-20 ans à évoluer. Là, on a la chance. La grande différence entre la crypto et les autres, c'est qu'on assiste à des cycles qui durent 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois dans le maximum. Et on voit plein de transformations. Donc, c'était absolument prévisible qu'il y en a qui vont foirer, ça c'est clair. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qui foire, parce que c'est quand ils ne foirent pas qu'ils créent des bulles. C'est un système vicié qui ne foire pas, c'est vraiment la bulle. C'est une banque centrale qui oublierait sa mission, elle crée une bulle. Et il faut vraiment qu'elle éclate vite, la bulle, parce que c'est quand elle éclate plus tard qu'elle crée des dégâts qui sont vraiment cataclysmiques. Là, ce qui s'est passé avec Luna, c'est le tiers de la destruction de valeur, de la baisse de... c'est pas Instagram qui a baissé, c'est quoi qui a baissé la semaine dernière, là, énormément, là, c'est Snap. C'est Snapchat. Voilà, c'est un tiers de la baisse de valeur de Snapchat en une journée. Donc c'est rien du tout.
voilà, maintenant que le cadre est un peu posé, on va voir des cas d'usage, parce qu'il y a quand même des cas d'usage autour de tous ces nouveaux instruments. Et alors, on a la chance d'avoir Christophe et puis Samuel et Olivier qui ont comment dire, des profils bien sûr différents, qui représentent des entreprises différentes, mais qui tous, à un moment ou un autre, ces entreprises ont des cas d'usage autour de ces nouvelles formes de monnaie, stablecoin, monnaie digitale, monnaie dirigée. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on y voit un petit peu plus clair. Il y a les entreprises, et Samuel va nous en dire un mot. On a écouté tout à l'heure aussi au niveau de Visa, et maintenant on a Mastercard. On va peut-être commencer, Olivier, par dire, mais pour vous, chez Mastercard, vous voyez ça comment, l'arrivée de ces nouveaux instruments Est-ce que vous voyez ça comme une complémentarité? Quand on a préparé pour aider, quand on a préparé un peu tout ça, j'ai pris l'exemple des terminaux de paiement. Est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus, parce que c'est du très concret, et dire comment un scheme comme Visa ou Mastercard, dans l'occurrence Mastercard, comment vous voyez l'arrivée de ces nouveaux modes de paiement alternatifs? En tout cas, parmi les vocations d'une monnaie qu'évoquait Yves tout à l'heure, nous, ce sur quoi on est focalisé naturellement, c'est sur le paiement. Et le paiement du quotidien, à la fois pour les consommateurs et à la fois pour les marchands. Et pour que ce paiement soit largement adopté, et je pense qu'au-delà des définitions qu'on a pu donner sur les monnaies et sur les crypto-monnaies, ça ne aura de sens que si c'est utilisé, et si c'est utilisé massivement. Et donc, nous, notre position là-dessus, c'est de permettre cet usage de la monnaie. Et pour ça, on voit 3 critères qui ont été notamment mentionnés. Le premier, c'est la stabilité. La stabilité de la monnaie, pour les raisons qui ont été évoquées notamment par Benoît. Le deuxième, c'est le respect des règles, le respect de la régulation. Pour qu'un produit comme ça, nouveau, se pérennise, il faut qu'il y ait une régulation. Alors, ça ne fait pas plaisir au début, a priori, d'avoir une régulation, mais la régulation est l'élément important pour qu'un tel produit, quel qu'il soit, mais encore plus pour une monnaie, qui puisse se pérenniser. Et dernier point, c'est la protection du consommateur. Parce que là aussi, pour que ce soit adopté, il faudra que le consommateur y trouve son compte. Avec le marchand, naturellement, il faudra qu'il y ait une parité, qu'il faudra pouvoir l'utiliser dans tous les domaines. Donc il faudra qu'il y ait cette utilisation. Et le terminal de paiement peut jouer un rôle là-dedans. Parce qu'il y a déjà toute une infrastructure technique, électronique, qui existe pour accepter les paiements par carte. Et notre idée, c'est si une nouvelle monnaie est créée, que ce soit un stablecoin ou une monnaie digitale de banque centrale, il ne faut pas repartir de zéro. Il faut pouvoir s'appuyer sur les infrastructures existantes, et les terminaux de paiement en font partie. Donc voilà la manière dont on voit les choses, c'est qu'il y a des collaborations nécessaires entre le secteur public, que sont les banques centrales, si on parle de monnaie digitale de banque centrale, et aussi le secteur privé dans lequel nous sommes, et les fabricants de terminaux aussi, pour les citer, pour pouvoir faciliter l'usage concret et quotidien de ces monnaies. Alors l'exemple des terminaux de paiement, ça parle peut-être pas, ça parle à tout le monde au quotidien, mais le sujet derrière, il est très pratique. C'est quand vous allez chez un boulanger ou chez un commerçant et que vous payez avec la monnaie fiduciaire, le commerçant ne peut pas refuser d'être payé en euros. C'est ce qu'on appelle la force libératoire, le pouvoir libératoire de la monnaie, le cours légal de la monnaie. Et il peut refuser un chèque, il peut refuser une carte, mais si un terminal de paiement, il est là pour accepter a priori. Bon. Et donc le truc est tout bête, c'est est-ce qu'on va donner juridiquement, excusez-moi, c'est l'avocat qui parle, est-ce qu'on va donner juridiquement cours légal à la monnaie digitale de banque centrale? C'est un truc tout bête, mais si vous donnez cours légal à la monnaie digitale de banque centrale, ça veut dire que le commerçant ne peut pas refuser d'être payé en monnaie digitale de banque centrale. Et d'où les questions de terminaux de paiement. Alors, les entreprises, finalement, là-dessus, Samuel, elles voient comment tout cet environnement avec ces nouvelles monnaies? Alors, plutôt paiement, plutôt investissement, parce que Kiriba, vous êtes très axé sur les entreprises. Donc, comment vous voyez ça du côté de Kiriba et avec les entreprises? Alors, déjà, peut-être dire un mot sur pourquoi je donne le point de vue des entreprises en étant chez Kiriba. Kiriba, c'est le leader mondial des solutions de gestion de liquidité pour les trésoriers d'entreprise. Et pour un trésorier d'entreprise, donc ce qu'on a évoqué, la monnaie, elle est utilisée de 2 façons. Soit ça permet effectivement de stocker de la valeur, c'est de l'investissement. Soit c'est ce qu'on utilise pour payer nos fournisseurs, payer nos collaborateurs. Et les trésoriers n'ont pas le droit de prendre de risques en capital. C'est le principe de base. Ils doivent utiliser des instruments liquides, mais sur lesquels il n'y a pas de risque en capital. Donc autant dire que les cryptos, avec la volatilité qu'elles impliquent, en fait, elles sont très compliquées à utiliser pour les trésoriers.
même si on a entendu Tesla l'utiliser et ainsi de suite. Bon, dans des solutions comme Kyriba, en fait, si il n'y a pas de débat sur le fait que la crypto, c'est une classe d'actifs, qu'elle est liquide et qu'elle peut être utilisée par des gens comme Tesla pour investir. Dans des logiciels comme Kyriba, on peut déjà investir ces cryptos et les observer comme sur un compte bancaire. Donc, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que demain, les trésoreries d'entreprises vont commencer à utiliser des monnaies digitales pour leurs opérations quotidiennes, des centaines de milliards pour payer des fournisseurs et ainsi de suite. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, même si elles en rêvent. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que rien que sur les paiements transfrontaliers, les entreprises du monde entier payent 150 milliards aux banques pour faire des virements, et pour faire des virements qui, accessoirement, vont prendre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et passer par 4 banques intermédiaires. Enfin, c'est un cauchemar. Et donc, du coup, il y a un cas d'usage colossal sur la monnaie digitale, qui est le transfert cross-border. Pour autant, il y a plein de solutions qui ont commencé à apparaître. Hein. Toutes ces solutions utilisent en général une crypto comme sous-jacent, mais les corporates ne peuvent pas les utiliser parce qu'en fait, il y a le risque de volatilité sur la crypto, et malheureusement les dernières semaines ont démontré qu'il était réel. Deuxièmement, il y a un risque de contrepartie sur les wallets, même s'il n'y a pas de fraude et si cette technologie est désormais éprouvée, il reste un risque de contrepartie sur les wallets. Et il y a un sujet de transparence sur la crypto, avec toutes les problématiques de compliance qui sont imposées par les banques et qui, en cascade, en fait, retombent sur les corporates. Donc tout ça fait que les cryptos aujourd'hui, et y compris les stablecoins, sont très difficiles à utiliser par des corporates. Ce que les corporates attendent, c'est un cas d'usage qui leur permettra d'avoir le côté frictionless, donc real time, pas de coût, d'avoir le côté programmable, dont on va parler tout à l'heure avec de la monnaie dirigée, parce que ça, c'est crucial sur les cas d'usage, mais sans avoir les inconvénients. Et du point de vue des trésoriers d'entreprise, c'est vraisemblablement les monnaies digitales de banque centrale qui peuvent offrir le meilleur des deux mondes aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien avec mes panélistes, c'est qu'ils font toutes les transitions pour moi. À la limite, je ne serais pas là, ça serait peut-être presque aussi bien. Donc Christophe, là, on te tend la main, on te tend la perche sur justement les monnaies dirigées. C'est quoi les monnaies dirigées? Un cas d'usage concret, explique-nous ce que tu fais. Et surtout, par rapport à la monnaie électronique, par rapport... c'est quoi la monnaie dirigée? Alors, moi, j'arrive un peu en bout de chaîne, parce que moi, je suis moins sur le sujet de la monnaie que sur le sujet du contrôle de la monnaie. La monnaie dirigée, c'est faire une transaction, mais avec des règles des dépenses qui sont attachées à la transaction. Parce qu'en gros, pour vous le faire très schématique, si vous prenez une facture, les systèmes actuels savent très bien identifier qui vous payez et combien vous payez. Mais dès qu'il faut rentrer dans le milieu de la facture, c'est-à-dire ce que vous payez, donc dans le paiement, on appelle ça le filtre à l'article, ou en gros, qu'est-ce que vous achetez avec votre monnaie, personne ne sait le faire. Personne ne sait le faire avec les systèmes bancaires classiques. On essaye de bidouiller. Alors, je suis à côté de Mastercard. Moi, j'ai monté des programmes Mastercard pour faire des titres restaurants sur carte bancaire. On identifiait que c'était un restaurant, on identifiait le montant, mais on ne savait pas si on mangeait du poisson ou de la viande ou si on buvait de l'alcool. Donc, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas descendre dans les systèmes de caisse. Et donc, moi, à la suite de cette expérience-là, j'ai lancé Moneytrack. Moneytrack, c'est une plateforme de monnaie dirigée qui permet en fait à une entreprise ou une institution de verser de l'argent à un individu qui peut le dépenser dans un réseau qui est authentifié, donc je sais qui je paye, mais sous certaines règles de dépense. Et l'application qu'on a développée, et qui est la plus naturelle, c'est l'application d'assurance santé. Vous savez, quand vous prenez une mutuelle, vous avez un certain nombre de garanties. À la fin de l'année, vous ne pouvez pas dire à votre mutuelle « j'ai pas dépensé ma garantie radiologue, je vais aller me faire une petite thalasso ». C'est pas possible. C'est une ligne radiologue et une ligne thalasso. Et donc, il faut bien rentrer dans la transaction pour savoir que si je vais chez le radiologue, c'est bien un radiologue, et voilà le code acte que je paye, et voilà comment je suis remboursé. Et ça, personne ne sait le faire avec les systèmes bancaires classiques. Il y a beaucoup de fantasmes dans le monde de l'assurance. Les gens aimeraient bien faire du paiement avec des schemes, et puis en même temps du contrôle avec son tiers payant. Ils n'arrivent pas à le faire. Donc nous, on l'a mis en place. On l'a mis en place en utilisant une plateforme qui utilise des technologies modernes. Vous allez voir qu'on est arrivé au bout du bout, puis qu'on a encore une petite limite. On l'a mis en place qu'on utilise des smart contracts qui sont à blockchain pour processer le paiement, donc vérifier les garanties, vérifier que lui, c'est bien un médecin, que lui, c'est bien un assuré qui est à jour de ses cotisations.
On va même jusqu'à aller chercher en top-up en fait, les restes à charge des assurés, donc avec dans les applications, on onboard des cartes bancaires, puis on va chercher le reste à charge dessus. Puis après, on compile tout ça. Puis comme on n'arrive pas à payer en monnaie track, parce que monnaie track, ça fait confiance à personne, c'est-à-dire que le médecin n'a pas envie d'être payé en monnaie track, il veut être payé en euros. Alors on envoie le flux à un établissement de monnaie électronique. C'est-à-dire que nous, on est agent de monnaie C'est ça ma électronique. question, justement, Christophe, parce que ce que tu expliques, c'est très concret. Mais finalement, tu peux déjà le faire avec la monnaie électronique. Ah oui, mais Et donc, est-ce que Mais les nouvelles formes monétaires, que ce serait un stablecoin ou une monnaie digitale de banque centrale ou une monnaie qui incorporerait un smart contract, ça t'apporte quelque chose de plus ou pas? Mais en fait, on ne peut pas le faire avec la monnaie électronique. On sait qui on paye, combien on paye, mais on ne sait pas ce qu'on paye avec la monnaie Donc, électronique. tu es en train de dire Donc, que en gros, tu es obligé de faut bien rajouter qu'il y ait une couche de contrôle. Et cette couche de contrôle, c'est la programmabilité de la monnaie. Et donc, quand on parle de stablecoin ou quand on parle de monnaie digitale de banque centrale, c'est quoi l'intérêt d'une CBDC? C'est tout simplement de programmer la monnaie. C'est d'attacher à cet euro des règles de dépense. Et donc, si j'arrive à attacher des règles de dépense à un euro, donc je peux faire une transaction qui est contrôlée, sécurisée, en qui j'ai confiance. Enfin, j'ai confiance dans l'euro. Je sais que c'est une valeur souveraine. Donc là, je peux payer un médecin qui peut après derrière payer sous bon loger avec. Je n'ai pas à passer par des systèmes d'exchange qui vont à un moment donné diluer la confiance qu'on a dans la monnaie. Et donc c'est ça qu'on fait et c'est ça qu'on attend nous aujourd'hui chez MoneyTrack. C'est si demain j'ai un euro digital, je fais exactement le même métier, mais j'ai plus besoin de monnaie électronique. J'ai plus besoin d'être agent d'un établissement de monnaie électronique. Je vais faire moi-même le paiement dans ma blockchain. Et ça a une vertu. C'est que je sais tracer la monnaie. Je sais la sécuriser. Il faut savoir que j'utilise des protocoles qui sont des protocoles qui m'ont rien coûté. Ils sont open source. Nous, on est sur Tezos. Tezos, j'ai pas codé la blockchain Tezos. J'ai pas sécurisé le smart contract de Tezos. Je l'ai pris et je l'ai adapté à mon business. Donc là, c'est un problème d'infrastructure qui coûte moins cher et un problème de meilleure traçabilité. Donc pour l'instant, ce qu'on entend sur cette métamorphose de la monnaie, c'est qu'un des changements substantiels par rapport à la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est sa traçabilité. Il y a d'autres éléments, mais sa traçabilité. On a un cas d'usage que nous a évoqué Christophe. Je vais donner la parole à Tom là-dessus dans une seconde, savoir s'il a d'autres cas d'usage ou autres, et puis peut-être que Samuel voudra dire un mot. Mais finalement, à la fin, et j'ai l'impression que aussi bien Samuel que Christophe étaient plutôt en attente d'une monnaie digitale de banque centrale plutôt qu'un stablecoin, sans doute pour des questions aussi de confiance, de risque de contrepartie. Et dans la préparation qu'on a eue, on s'est dit un stablecoin, c'est peut-être bien, mais en attendant une monnaie digitale de banque centrale. Mais Tom, sur ces nouvelles formes de monnaie, ces nouvelles fonctionnalités, sur de nouveaux cas d'usage, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le fait qu'il y ait des différences par rapport à la monnaie telle qu'on la voit aujourd'hui? Donc justement, sur cette traçabilité, y a-t-il d'autres cas d'usage que tu vois? Donc la monnaie électronique, comme on la connaît actuellement, elle a été créée dans les années 60-70 avec la démocratisation des ordinateurs. Le commerce en ligne, de pouvoir payer en ligne, ça se fait depuis un moment. Nous, ce qu'on observe avec Checkout, c'est que le paiement en ligne est très complexe. Donc il y a différentes couches entre le marchand et la banque qui va accepter ou refuser le paiement. Donc nous, on a fait le choix justement de construire une grosse partie de la chaîne de valeur de paiement en interne pour plusieurs raisons, en termes d'efficacité, en termes de coût, mais aussi en termes de programmabilité et en termes de data. On a moins d'intermédiaires, donc on a moins de dilution d'informations. Mais on reste toujours sur un modèle très centralisé. Et donc on peut s'imaginer dans le futur d'utiliser une technologie blockchain, de pouvoir non pas reposer sur les rails classiques, mais pourquoi pas explorer un peu de nouvelles possibilités dans des modèles, par exemple, sur l'e-commerce. On prend par exemple Uber. Uber, pour le moment, quand on fait la course, le temps après que les drivers vont pour toucher l'argent, il va y avoir un mécanisme où il va y avoir le prestataire de paiement qui va collecter d'abord les fonds. Ensuite, Visa, Mastercard va les poser dans le compte en banque pour ensuite transférer sur le compte en banque Uber. Donc toute cette économie, un peu cette nouvelle économie de marketplace, cette nouvelle économie de créateurs, il peut y avoir beaucoup de cas d'usage là-dessus. Et je terminerai aussi que la finance traditionnelle,
elle n'est pas ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on repose encore sur quelque chose qui n'est pas instantané. Et donc utiliser une monnaie digitale, ce n'est pas seulement programmable, mais on peut aussi l'utiliser que ce soit dans la nuit, que ce soit le week-end. Donc c'est de rendre en fait un système qui devient de plus en plus instantané sur beaucoup d'autres services et que la finance justement accompagne ce mouvement et devienne programmable, transparente, sécurisée et tout à la fois plus efficiente. Merci. Alors, Olivier, je reviens sur les réseaux parce qu'on voit bien là qu'on a des monnaies assez différentes de ce qu'on voit traditionnellement. Donc, ces réseaux internationaux, Mastercard, Visa, pour l'essentiel, mais pas que, parce qu'on pourrait parler aussi de SWIFT, on pourrait parler de... Bon. Ils peuvent fonctionner avec ces nouvelles formes de monnaie ? C'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de supporter des monnaies digitales de banque centrale, parce qu'elles auront toutes les garanties que j'évoquais précédemment, les 3 critères que j'évoquais, et puis aussi des hyper stablecoins qui offriraient la stabilité que j'évoquais. Et on a vocation, effectivement, à supporter sur notre réseau ces monnaies digitales. Ce qui est important, je reviens sur ce que disait Christophe tout à l'heure, j'évoquais l'importance de l'adoption par le consommateur final. Il y en aura une si les critères que j'évoquais seront respectés, mais s'il y a aussi des nouvelles fonctionnalités. Et la programmabilité ou la possibilité de diriger et d'associer à un contrat le paiement est un élément extrêmement important. Et par rapport au réseau, l'infrastructure technique que nous avons développée, qui est mondiale, peut assurer cette interopérabilité entre à la fois les différentes monnaies de banque centrale. Aujourd'hui, on supporte du yen, du dollar, du pesos, etc. Et les différentes formes de monnaie. Et ce, sur un périmètre qui est tout à fait global, ce qui est important, là aussi, pour que ce soit utilisé globalement. Benoît, finalement, parce que là, on s'aperçoit qu'on a, donc, encore une fois, des monnaies avec des fonctionnalités nouvelles par rapport à ce qu'offrent ces monnaies, les monnaies traditionnelles. Mais un peu le débat ou le match, j'allais dire, c'en était parce qu'on est... voilà, donc on aime bien. Voilà. Le match stablecoin, monnaie digitale de banque centrale, en quelque sorte, c'est plutôt qui le gagnant ? Je vais répondre en répondant à la première question qui était... C'est les avocats en général qui ne répondent pas aux questions par une autre question. Donc ça, c'est mon rôle de ne pas répondre aux questions. Sur la partie métamorphose des monnaies, on a vu ce qu'était une monnaie, on a vu que ce qui était sur la blockchain pouvait constituer et avoir les caractéristiques d'une monnaie. Après, pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle apporte quelque chose de plus par rapport à ce que l'on a déjà en place. Le système de paiement fonctionne bien. Donc on a vu différents use cases. Donc moi je dirais que pour que cette monnaie fonctionne, comme on parle de l'humain amélioré avec l'IA, on va parler de monnaie améliorée. Elle est améliorée soit quand je fais un CBDC, donc tu me poses la question CBDC, mais je vais la prendre globalement, mondialement. Il y a des pays où les personnes n'ont pas d'inclusion bancaire. Et donc on a des endroits où ce sera une monnaie améliorée dans le sens où les gens y auront accès. Donc ils seront inclus dans le système. C'est les fameuses CBDC, donc monnaie de banque centrale, que l'on voit se mettre en place dans des pays en voie de développement, émergents, avec le Nigeria qui a un vrai objectif d'inclusion de la population. La deuxième partie, c'est améliorer comment ? En baissant le coût. C'est ce qui était mentionné tout à l'heure. Paiement transfrontalier. Aujourd'hui, ça coûte très cher et puis c'est lent. On peut améliorer cette partie-là. Donc, deuxième type de use case où j'ai toujours une monnaie, mais je l'améliore. Et puis, ce qu'on a dit, les paiements dirigés, où là, je suis capable de dire à quoi va servir ma monnaie. Si je quitte, et c'est un exemple que je donne souvent, on a un vrai changement, le financement de l'économie verte à faire. Aujourd'hui, c'est très dur de tracer que le cash va vraiment vers des projets verts. Demain, on pourra le faire grâce à la blockchain. Donc, on voit déjà trois choses qui disent que c'est une monnaie améliorée. Donc après, regardons le vecteur en lui-même. Est-ce qu'il faut un stablecoin ou est-ce qu'il faut un CBDC ? Le stablecoin, comme on l'a dit, donc il est émis, il y a un émetteur, donc il y a un risque de contrepartie. Donc c'est important, quel que soit le collatéral, de se poser la question qui est-ce qui l'émet. Donc tant qu'on aura des stablecoins qui seront collatéralisés par des actifs dont on ne sait pas exactement lesquels ils sont, qui les a émis, comment ça a été fait, c'est difficile de dire le stablecoin va remplacer le CBDC. Le CBDC par nature derrière c'est souverain, donc là on a confiance. Donc après on peut rajouter toutes les fonctionnalités. Et donc de facto si j'ai des CBDC, ça fonctionne mieux, ça fonctionne plus vite, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et donc les stablecoins qui peuvent être émis, et tout comme on parle de la monnaie scripturale qui est émise par les banques, pourrait être une solution
si encadré, avec les mêmes choses. Je peux émettre si jamais j'ai tant de déposés, je peux émettre si je respecte tel et tel, pourrait être quelque chose de très utile. Et on verrait peut-être même pas la différence. Alors Samuel, justement, j'ai senti, enfin on en a parlé aussi, que plutôt une réticence aux côtés des stablecoins pour des questions de risque de contrepartie. Maintenant, il y a différents projets de stablecoin. Il y a JP Morgan qui projette de sortir son stablecoin. Donc ici, on peut estimer que le risque de contrepartie est quand même moindre. Mais au-delà de ça, même si rien n'est encore figé, mais quand on regarde les différents papiers qui sortent de la Banque centrale ou de la Banque de France, de la Banque centrale européenne ou de la Banque de France sur la monnaie digitale, je ne parle pas pour les activités d'infrastructure de marché, hein, c'est un autre sujet. Je parle vraiment des activités au quotidien, aussi bien pour le retail que pour les entreprises. Il y a quand même l'idée que la monnaie digitale ne va pas remplacer la monnaie scripturale, parce qu'il y a un risque de fuite des dépôts. Et donc, tout simplement, les banquiers, ils n'auront plus de dépôts. Et comme dit l'autre, hein, les bons dépôts font les bons crédits, c'est l'ancien banquier qui parle, et sans dépôt, ben, il n'y a pas de crédit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est probable que les usages de monnaie digitale de banque centrale pour les entreprises soient limités du fait des montants, pour éviter la fuite des dépôts des entreprises en banque vers les dépôts, en pratique, à la Banque centrale. Ce n'est pas le rôle d'une banque centrale de recevoir les dépôts des entreprises. Ce n'est pas son rôle. Donc, je rebondis un peu là-dessus, parce que finalement, est-ce que la solution, ce n'est pas un bon vieux stablecoin émis par les banques ? Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour un trésorier, je pense vraiment que la réaction des entreprises est capitale dans l'adoption des monnaies digitales. Tant qu'elles n'auront pas adopté les monnaies digitales pour leurs opérations de trésorerie, en fait, on n'aura pas le momentum. Donc, je le disais tout à l'heure, pour elle, il y a 3 sujets. La volatilité, les stablecoins sont susceptibles de résoudre cette problématique-là. Il y a une problématique sur le risque de contrepartie. Et donc là, je suis d'accord qu'en fait, les trésoriers aujourd'hui prennent le risque de contrepartie des banques tous les jours. Donc, si les stablecoins sont émis par une banque, par JP Morgan, fondamentalement, il n'y a pas de souci, en fait. Ça marchera. Est-ce que, par contre, l'adoption sera massive ? Ça, j'en sais rien. Ce dont je suis convaincu, c'est que le jour où il y a une banque centrale occidentale qui émet une monnaie digitale de banque centrale, alors là, l'adoption est massive. Tous les corporates occidentaux iront massivement dessus. Pas sûr pour un stablecoin. Pour revenir à la question qui a été posée sur les banques commerciales elles-mêmes, d'ailleurs, là, il suffit de regarder ce que dit la Banque centrale européenne et ce qu'a fait la Chine. Il est clair que si la monnaie digitale peut être émise directement sur les livres de la Banque centrale, alors moi, je n'irai plus jamais dans une banque commerciale. Voilà, c'est justement pas parce que je fais un arbitrage et je vais aller mettre mon argent directement dans les livres de la Banque centrale. Justement. Donc, on est 100% d'accord, mais je pense qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que dans le pire des cas, ça sera comme en Chine, où de toute façon, les wallets ne seront détenus que par des banques commerciales. Parce que les banques centrales ne peuvent pas se permettre de détruire leurs banques commerciales qui, accessoirement, en termes de leverage sur la masse monétaire, ont un enjeu colossal. Donc, en gros, les trésoriers d'entreprise, si ça se passe avec des banques commerciales telles qu'elles sont aujourd'hui, ils n'auront aucun problème. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'adoption sera suffisamment massive pour emmener tout le reste ? Parce que derrière la monnaie digitale, il y a aussi toute la decentralized finance, et donc le fait qu'on utilise la blockchain, en particulier, par exemple, pour la tokenisation des invoices, et ainsi de suite. Juste un dernier cas d'usage hyper simple, dont on n'a pas parlé, une facture aujourd'hui. Quand vous m'envoyez une facture, moi je suis obligé de donner une instruction à une banque pour qu'elle prenne de l'argent sur mon compte, qu'elle l'envoie sur votre compte en passant au moins par une chambre de compensation. D'accord ? Si jamais on a une monnaie digitale de banque centrale, les factures s'auto-settle. D'accord ? Une facture, c'est un smart contract entre vous et moi, et il n'y a plus de chambre de compensation. Et le jour où on arrive à la maturité de la facture, la monnaie programmable s'exécute elle-même, et c'est fini en fait. Donc ça, c'est un cas d'usage simplissime, mais qui est colossal en termes de volume représenté. Il nous reste hélas plus que 5 minutes. Je voudrais qu'Yves réagisse sur ce débat, voire plus que le débat d'ailleurs, sur le match CBDC stablecoin. Quand on lit les papiers de la Banque centrale européenne, le risque il a tout de suite été identifié. Ce n'est pas le rôle de la BCE de tuer les banques commerciales. Donc les banques commerciales, le rôle, ça sera d'être distributeurs de monnaie électronique, de monnaie de banque centrale. En fait, de la même manière que Brinks, pour prendre cet exemple, amène de l'argent liquide d'un point A à un point B, les banques commerciales, dans un des schémas, seront des distributeurs, non pas de monnaie électronique, mais de la monnaie digitale de banque centrale, parce que sinon les dépôts partiraient justement auprès de la banque centrale, ce qui n'est pas son rôle.
Pour que chacun ait un petit temps de conclusion sur ce match, si je puis dire, Yves, t'en penses quoi là? Qu'est-ce qui va gagner entre les deux? Pour l'instant, le projet CBDC, il est très 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 vague quand même. Et tout ce qu'on sait sur les projets de CBDC, c'est des projets opérationnels. C'est la dimension opérationnelle de ces projets. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, si tout le monde a accès à la CBDC, il y a comme un problème. Il y a deux problèmes. Il y a le problème qu'effectivement, ça tue les banques. Et il y a l'autre problème qui est la création monétaire par les banques. Aujourd'hui, toute la monnaie, elle est créée par les banques. Ce qui est créé par les banques centrales, c'est ridicule par rapport à ce que créent les banques. Donc en fait, c'est un changement au niveau du fonctionnement de l'économie. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de papier qui ne fait même effleurer les conséquences économiques, financières, macroéconomiques du problème. Donc, je crois qu'à cet égard, les Américains sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus intelligents dans leur démarche que les Européens. Les Européens, ils en sont annoncés un calendrier, alors qu'on n'a même pas encore commencé à réfléchir aux conséquences de ce truc-là. À ce que c'est de ce truc-là? On ne l'a pas encore défini. Les Américains, moi je pense que vraiment, le sens de l'histoire, si l'euro, le dollar veulent effectivement continuer à exister un peu dans leur usage actuel et en même temps offrir ou profiter des innovations de la blockchain, le sens de l'histoire pour moi c'est les stablecoins. Les stablecoins aujourd'hui, c'est quoi un stablecoin? Votre carte Visa aujourd'hui, elle vous permet de payer en stablecoins. Elle va au chéquier, c'est des stablecoins. Ce que vous avez dans votre compte en banque, ce n'est pas de la monnaie banque centrale. Donc la continuité, si on considère que la blockchain doit être utilisée en tant que technologie et pas en tant que nouvelle monnaie, c'est les banques commerciales qui doivent permettre. Le CBDC, pour moi, c'est un truc très très bizarre. Tom, un mot sur ce match? Pour moi, le match, en fait, on a deux gagnants. C'est le CBDC et le stablecoin. Pour moi, il peut y avoir des cas d'usage assez différents. Je pense où là, on doit faire assez attention, nous, en tant qu'Européens. Pour le moment, en termes de CBDC, comme Yves l'a rappelé, la BCE a commencé l'expérimentation il y a 1 an. Ils se sont donné 2 ans. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup d'idées sur qu'est-ce que ça va être. En termes de stablecoin euro, en termes de capitalisation, je pense qu'on n'est même pas à 1% des stablecoins dollars. Ce qui fait que pour le moment, dans la zone euro, on est quand même très en retard, on va dire, comparé aux États-Unis. Et d'attendre le développement des CBDC pour pouvoir utiliser cette technologie au sein de l'Europe peut être dangereux et peut nous faire perdre un peu quand même, nous faire prendre du retard comparé à d'autres régions, et je citerai quand même encore les États-Unis. Donc je pense que, comme je le disais, les deux sont importants, et c'est dans le développement des CBDC, il faut continuer à réguler les stablecoins et d'utiliser cette régulation pour mettre en place les CBDC. Mais pour moi, les deux vont de pair. D'un côté, on a vraiment le public avec le CBDC, et de l'autre, le système plus privé. Mais d'avoir cette concurrence entre les deux, in fine, pour l'utilisateur, ce ne sera que mieux. Un petit côté en même temps, là. Benoît? Moi, je suis assez d'accord avec Tom. On vit aujourd'hui avec des billets de banque et des pièces, et de l'autre côté, de la monnaie scripturale avec nos cartes bancaires. On a les CBDC qui sont, pour finir, une représentation digitale d'un billet de banque, pour simplifier, au niveau du retail. Et puis, on dit, comme il y aura le CBDC, il va remplacer toute la monnaie. Moi, je pense, alors c'est ma position propre, c'est pas celle de mon cabinet, mais je pense réellement que les deux doivent aller de pair, et que de toute façon, un stablecoin, si on veut le collatéraliser par du cash, derrière, c'est quoi? C'est un établissement bancaire qui détient le cash. Donc, la boucle est bouclée. Donc après, il y a des stablecoins avec des actifs, avec des titres, avec des algorithmes. Donc ça, pourquoi pas, mais on a vu quelques limites, et donc ça reste à vraiment terminer. Mais tout ça est lié. Donc après, élargir un peu plus. Quand je vois des entreprises qui, pourquoi pas, auraient leur monnaie pour payer entre eux, entre leurs filiales, etc. C'est intelligent. Je pense que la limite, ce sera comment je peux tracer et
imposer mes taxes dessus, mais les stablecoins, ça se trace. Donc, je pense qu'il ne faut pas les opposer. Il faut, la crainte de ce qui se passe avec les États-Unis, où tous les stablecoins sont dollars aujourd'hui dans le monde de la blockchain, elle devrait être prédominante par rapport à la question est-ce que je fais ça ou ça. Il faut conserver une place de l'Europe et de la France aujourd'hui dans cette industrie. Et attendre 5 ans, c'est trop long. Donc qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Du stablecoin. Olivier, un petit mot sur, j'ose plus dire ce match, du coup, en tous les cas, sur cette question. Si match il y a, celui qui gagnera, c'est celui qui sera utilisé. et pour être utilisé, il y a 2 critères. C'est l'interopérabilité, on l'a dit, il peut y avoir différentes formes, et c'est s'appuyer sur les infrastructures existantes pour que la mise en œuvre et l'utilisation ne coûtent pas une fortune et qu'on ne reparte pas de zéro. Et finalement, Christophe, le mot de la fin, pour toi, c'est... CBDC. C'est clair. Je pense que le seul intérêt des CBDC, c'est la programmabilité. Et je pense que l'adoption se fera si l'État ou les institutions mettent en place des use cases. Et pour terminer, je vous rappelle que notre président nous a promis un chèque alimentation qui ne s'est pas tracé, qui ne s'est pas paramétré. Et donc je pense que le meilleur use case, c'est de sortir le chèque alimentation avec une CBDC et qui dirige l'argent dans le monde du retail, donc dans la vie réelle, tout en fléchant cet argent pour le contrôler et en mesurer les impacts. Voilà. Ce qu'on appelait l'hélicoptère monnaie en matière financière. Merci à tous. On n'a pas eu le temps de parler de la souveraineté monétaire autour de tout ceci, qui est un autre sujet, mais je pense qu'on reviendra une prochaine fois. Merci à vous tous et merci de votre écoute. Au revoir. Merci à vous.